Bonsoir, chers compatriotes, et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Inside News RDC. Dans un pays comme le nôtre, où chaque lever de soleil apporte son lot d'incertitudes, mais aussi d'espoir tenace, le besoin de vérité n'a jamais été aussi criant. La vérité des faits, celle qui se cache derrière les communiqués officiels et les manœuvres politiques. C'est cette vérité, au-delà des discours, que nous allons établir ensemble ce soir, fait à l'appui. Au cœur de notre journal, la situation explosive à Uvira. Nous décrypterons l'annonce du retrait des rebelles de l'AFC M23. Est-ce une avancée réelle sous la pression américaine ou une simple manœuvre tactique? Nous verrons que sur le terrain, le doute et la méfiance règnent. Ensuite, nous nous pencherons sur le réquisitoire accablant de Médecins sans frontières devant les Nations Unies. Un rapport qui met en lumière une faillite humanitaire d'une ampleur inimaginable et qui questionne la finalité même des accords de paix. Nous aborderons également les paradoxes de notre appareil de défense. Pendant qu'un général est jugé à Kinshasa pour lâcheté, des groupes d'autodéfense alliés commettent des exactions en toute impunité sur le terrain. Enfin, nous irons loin des fronts militaires pour parler de votre quotidien, la lutte pour l'accès à l'eau, l'état de nos routes et les promesses de développement qui tardent à se concrétiser. L'agenda est chargé, les enjeux sont cruciaux. Commençons sans plus tarder par le dossier qui retient toutes les attentions, la situation sécuritaire dans l'Est. La situation dans l'Est de notre pays reste, et de loin, le principal point de tension. C'est elle qui dicte l'agenda diplomatique de Kinshasa et qui éprouve chaque jour nos forces armées. Les événements de ces dernières heures autour d'Uvira ne sont pas qu'un simple mouvement de troupes. Ils constituent un test critique pour notre souveraineté et pour la crédibilité des accords internationaux. Revenons aux faits. Le fait brut, d'abord. Après avoir pris la ville stratégique d'Uvira le 10 décembre, la coalition rebelle AFC M23 a annoncé hier, le 17 décembre, le début du retrait de ses troupes. La justification officielle, avancée par les rebelles eux-mêmes, est qu'il s'agirait d'une réponse à la médiation américaine. Un geste d'apaisement, en quelque sorte. Mais la réalité sur le terrain, ce jeudi 18 décembre, est bien plus complexe. Si des témoins confirment des mouvements de combattants quittant la ville en direction de Kamanyola, l'incertitude demeure totale sur la réalité et surtout sur l'ampleur de ce retrait. Pendant ce temps, l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, confirme que de violents affrontements se poursuivent plus au sud entre les mêmes rebelles et nos FARDC. Face à cette annonce, le gouvernement congolais affiche une méfiance absolue. Le porte-parole, Patrick Mouyaya, a multiplié les questions hier soir. Qui peut le vérifier? Où partent-ils? Que laissent-ils dans la ville? Il dénonce une manœuvre unilatérale et lance un appel clair à la vigilance. Cette prudence est partagée dans la région. Le gouverneur de la province voisine du Tanganyika a immédiatement ordonné la fermeture du trafic avec le Sud Kivu, craignant des infiltrations. Il faut dire que ce retrait annoncé intervient dans un contexte international très précis. Il suit de quelques jours la condamnation sans équivoque de Washington, qui a qualifié l'avancée rebelle de claire violation des accords de Washington. Comme l'analyse aujourd'hui la presse quinoise, cette prise de position a mis Kigali, le terrain avéré du M23, face à une colère froide de son allié américain. Dès lors, deux questions s'imposent. Ce départ, s'il se confirme, est-il le fruit d'une réelle volonté de paix ou une simple réorganisation tactique sous contrainte internationale? Et alors que Washington hausse le ton, le régime de Kigali peut-il encore soutenir ses alliés sans s'exposer à un isolement diplomatique et économique sans précédent? Cette guerre des communiqués et des manœuvres militaires a des conséquences humaines que les mots peinent à décrire. Une réalité brutale, rappelée avec une force terrible la semaine dernière au cœur même des Nations Unies. Le 12 décembre dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le président international de Médecins sans frontières, Javid Abdelmonaim, a livré un témoignage qui sonne comme un acte d'accusation. Son argument central est d'une violence rare. Les efforts de paix actuels, a-t-il affirmé, servent à consolider les intérêts extractifs d'acteurs puissants, plutôt qu'à soulager la population congolaise. Pour appuyer son propos, il a dressé un bilan factuel, chiffré et absolument glaçant.
MSF accuse tous les acteurs armés de violations graves du droit humanitaire, M23, FDLR, ADF, mais aussi certains éléments des FARDC et des milices Ouazalendo. Personne n'est épargné. Quelques chiffres pour mesurer l'horreur. À l'hôpital de Rutshuru, les admissions pour traumatismes liés à la violence ont bondi de 67% en un seul mois, en juillet. En juillet et août, plus de 80% des victimes par balle soignées par MSF étaient des civils. Des hommes, des femmes, des enfants, pris entre deux feux. En seulement 6 mois cette année, MSF a pris en charge près de 28 000 survivants de violences sexuelles. Cela représente 155 personnes par jour. 3/4 de ces agressions ont été commises par des acteurs armés. Et pour illustrer le mépris total de la vie humaine, il a cité la destruction du centre de santé de Kazinga, à Masisi, pillé et détruit par une milice Ouazalendo. Cette déclaration est une déflagration. Elle remet en cause la finalité même des processus diplomatiques comme les accords de Washington, en les décrivant comme totalement déconnectés de la souffrance de notre peuple. Cela nous pousse à poser des questions fondamentales. Quand la protection des civils cessera-t-elle d'être une simple note de bas de page dans les accords politiques et économiques? Et comment, enfin, briser ce cycle infernal où la vie des Congolais est sacrifiée sur l'autel de la prédation des ressources, génération après génération? Cette critique généralisée des acteurs armés nous ramène inévitablement à la question de la responsabilité, y compris au sein de notre propre appareil de défense nationale. L'état de notre appareil sécuritaire est un immense paradoxe. D'un côté, on observe une tentative de restaurer l'ordre et la discipline par la voie de la justice. De l'autre, sur le terrain, des groupes armés alliés à l'armée opèrent dans une zone grise, parfois aux frontières de l'anarchie. L'illustration de cette tentative de reprise en main, c'est l'ouverture hier, le 17 décembre à Kinshasa, du procès du général de brigade Jean-Marie Kassikila Mwenda Peke. Il comparaît devant la haute cour militaire, aux côtés de 3 autres officiers, pour des faits extrêmement graves, lâcheté et démobilisation des militaires. Si le général Kassikila était bien présent à l'audience, ces 3 co-accusés, eux, manquaient à l'appel. Mais pendant que la justice militaire tente de juger les défaillances au sommet, que se passe-t-il à la base? Regardons à Walikale. Ces derniers jours, des miliciens Ouazalendo du groupe CMC Bigabo ont pris en otage 15 civils. Leur crime? Avoir exploité de l'or, une activité qui, selon les miliciens, financerait les rebelles de l'AFC M23. Hier encore, le 17 décembre, de violents combats ont opposé des miliciens Ouazalendo à l'AFC M23, dans les localités d'Iula et Ibogwa. Cette situation est lourde de sens. Le procès Kassikila signale une volonté de sanctionner les manquements dans la chaîne de commandement. Mais les actions des Ouazalendo à Walikale posent une question cruciale. Comment contrôler ces groupes d'autodéfense que l'on a armés? Comment éviter les dérives, les règlements de compte et les exactions? 2 questions, encore une fois, sont inévitables. La justice militaire peut-elle, à elle seule, restaurer l'efficacité des FARDC si sur le terrain, des groupes alliés commettent des abus en toute impunité? Et l'État peut-il durablement sous-traiter sa sécurité à des milices sans perdre le monopole de la violence légitime et, au final, créer de nouveaux cycles de violence? Cette fragmentation de la sécurité sur le terrain, où même nos alliés commettent des exactions dénoncées par des ONG comme MSF, repose inévitablement la question du rôle de la communauté internationale. Un rôle incarné par la MONUSCO, aujourd'hui au centre de toutes les contradictions. Alors que le plan de retrait de la MONUSCO est censé se poursuivre, le débat sur la nature de la future présence onusienne en RDC fait rage. Opposant Martin Fayulu a pris la parole aujourd'hui même. Il demande que la nouvelle mission de l'ONU qui se dessine soit entièrement centrée sur l'application de la résolution 2773. Une résolution qui exige le retrait du M23 AFC et des forces rwandaises de toutes les positions occupées, et pas seulement d'Uvira. Pendant que ces débats ont lieu à New York et à Kinshasa, un fait surprenant s'est produit sur le terrain. La MONUSCO a annoncé son retour imminent dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. C'est une information de taille
car les casques bleus avaient fermé leur base à cet endroit il y a 1 an à peine, en décembre 2023. La justification officielle est qu'ils reviennent pour appuyer logistiquement les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les rebelles ADF. C'est une demande expresse des FARDC elles-mêmes qui, selon la société civile locale, manquent cruellement de moyens. Mwindo Tafuteni, un de ses représentants, précise que les hélicoptères de la MONUSCO sont devenus indispensables pour le ravitaillement des troupes sur des routes impraticables. Ce redéploiement est un aveu, l'aveu de l'insuffisance de nos forces et de celle de nos partenaires régionaux. C'est un revirement spectaculaire qui illustre toute la complexité, voire l'improvisation, du plan de retrait de la MONUSCO. On part d'un endroit pour y revenir en urgence 1 an plus tard. On est donc en droit de se demander, ce retour tactique à Lubero annonce-t-il une révision plus large du plan de retrait de la MONUSCO? Face à une situation sécuritaire qui se dégrade au lieu de s'améliorer, et une nouvelle mission onusienne, aussi robuste soit-elle sur le papier, pourra-t-elle réussir là où la MONUSCO a montré ses limites pendant plus de 2 décennies? La guerre, toujours la guerre, monopolise l'attention et les ressources. Mais pendant ce temps, les défis structurels du pays, eux, continuent de peser lourdement sur la vie de millions de Congolais. Pendant que toute l'attention est focalisée sur les manœuvres militaires à Uvira et les débats à l'ONU, le combat le plus long, le plus silencieux, se mène loin des fronts. C'est le combat quotidien de nos compatriotes pour l'accès à l'eau, à la santé, à des routes praticables. Ici, les grandes annonces de projets de développement se heurtent souvent à la dure réalité des crises locales et d'une gouvernance qui peine à livrer des résultats concrets. Sur le papier, les nouvelles semblent encourageantes. Le gouvernement a lancé, avec le Royaume-Uni, la 2e phase d'un projet de soutien aux urgences sanitaires, financé à hauteur de 5,5 millions de livres sterling. Dans la Chopo, on annonce la construction prochaine d'un hôpital moderne pour les maladies infectieuses, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Ces initiatives montrent une volonté affichée de renforcer notre système de santé. Mais cette volonté se heurte à une réalité bien plus crue. Prenons un exemple concret. Komanda en Ituri. Dans ce carrefour commercial vital, la population fait face à une pénurie d'eau dramatique. Le prix du bidon de 20 litres a plus que doublé, passant de 100 à parfois 300 francs congolais. Conséquence, des enfants manquent l'école pour passer des heures à chercher de l'eau. Et toute la population est exposée à un risque accru de maladies hydriques comme le choléra. Cet exemple illustre une vérité simple. À quoi bon des hôpitaux spécialisés si l'infrastructure la plus élémentaire, l'accès à l'eau potable, fait défaut? Cette défaillance des infrastructures de base ne se limite pas à l'eau. Elle touche aussi nos routes et nos chantiers, creusant un fossé parfois immense entre les contrats signés et le bitume attendu. Le cas de la province du Kasaï est emblématique. Une mission d'inspection mixte, composée de députés et d'experts, vient de rendre des conclusions alarmantes. Pour la modernisation de l'aéroport de Chikapa, les fonds ont été décaissés, mais sur le site, il n'y a aucun matériel, aucun chantier visible. Pour la route Chikapa-Kanjanji, le délai du contrat est sur le point d'expirer, mais le taux d'avancement des travaux est inférieur à 10%. Face à ce constat d'échec, les autorités parlent de réexaminer les contrats avec les entreprises Doha et Massamba et brandissent la menace de sanctions. Mais le mal est fait. Et ce n'est pas un cas isolé. Au Congo central, le député Keita Nkolo Yimbu alerte sur la multiplication des accidents mortels sur la route nationale 16 entre Kisantu et Kimvula à cause de son état de délabrement avancé. D'une province à l'autre, le même constat s'impose. Des projets vitaux sont à l'arrêt, laissant les populations dans l'isolement et le danger. Pendant que certaines provinces peinent à construire le strict nécessaire, d'autres, plus riches, affichent des ambitions économiques de grande envergure. Il y a en ce moment en RDC une véritable économie à 2 vitesses. D'un côté, nous avons la province du Lualaba. Riche de ses minerais, elle vient de lancer 4 sociétés provinciales stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des mines, des transports et de la santé. L'objectif est clair, créer des emplois et atteindre une plus grande autonomie financière. De l'autre côté, le Kasaï oriental. Ici, le gouverneur Jean-Paul Mabouéboué
déclare que son programme primordial est la lutte contre l'insuffisance alimentaire, une urgence absolue. Mais dans le même souffle, il est obligé d'admettre que le grand programme de développement national, le PDL 145T, n'est pas achevé complètement dans sa province. Des centres de santé et des écoles prévues ne sont toujours pas construits. Ce contraste est frappant. Il illustre la fracture qui traverse notre pays. D'un côté, une province qui capitalise sur ses richesses minières stratégiques pour bâtir son avenir. De l'autre, une province agricole qui reste suspendue à la performance, souvent défaillante des programmes nationaux. Ces grands enjeux de société sont ponctués par des faits d'actualité plus brefs, mais tout aussi révélateurs de l'état de notre pays. C'est le moment de notre flash info. À Kalemi, l'économie du chef-lieu du Tanganyika est durement touchée par la fermeture de la frontière avec le Burundi. La ville, qui dépend de Bujumbura pour de nombreuses marchandises, pour sa main-d'œuvre et même pour des soins médicaux spécialisés, se retrouve fragilisée. Au cœur de notre presse nationale, le journaliste Christian Lusakweno de Top Congo a été auditionné par le CESAC, le régulateur des médias, suite à ses propos sur l'attaque d'Uvira. Il dénonce une interprétation hors contexte de ses analyses et a fourni des pièces justificatives. Le CESAC doit encore se prononcer. Dans la ville-province de Kinshasa, une question sur les lèvres du commissaire provincial de la police, Israël Kantou Bakoulou. Sommes-nous encore des policiers? Question posée à ses principaux commandants. Face à la négligence de ses troupes, il a menacé de les démettre de leurs fonctions s'ils n'assurent pas la sécurité des Kinois pendant les fêtes. À Kikwit, la peur s'installe dans le Kwilu avec une recrudescence des vols à main armée. Le dernier cas en date a visé une enseignante à son domicile dans la commune de Lukemi. À Kisangani, un coup de filet de la police dans la Tchobo. 6 présumés criminels, dont 2 femmes accusées de vol à main armée, ont été arrêtés. Les forces de l'ordre appellent la population à collaborer davantage pour mettre fin à l'insécurité. Et, en Ituri, précisément à Djougou, le chef de la chefferie de Bagéré lance un appel solennel à ses administrés. Il leur demande de se désolidariser de la milice CRP de Thomas Lubanga, une semaine après des combats qui ont provoqué des déplacements massifs de population. Nous arrivons au terme de cette édition. S'il fallait retenir 2 informations ce soir, ce serait d'abord l'extrême incertitude qui entoure le prétendu retrait du M23 d'Uvira, une situation où la méfiance reste le maître mot. Et ensuite, ce cri d'alarme de Médecins sans frontières qui nous rappelle que derrière la guerre des chiffres et des territoires, il y a un bilan humain que notre nation ne peut plus supporter. Cela m'amène à la pensée de ce soir. Dans la quête de la paix, la vérité des faits est le seul chemin viable. La parole politique ne vaut que si elle se mesure à la réalité vécue par le peuple. Pour comprendre les mécanismes cachés derrière ces accords diplomatiques qui semblent se multiplier sans changer la donne sur le terrain, je vous invite vivement à découvrir notre enquête intitulée « Accords de Washington, paix historique ou transactions géopolitiques » disponible sur notre plateforme. Ce travail d'investigation lève le voile sur ce que les communiqués officiels ne disent jamais. Nous nous retrouvons demain, même heure, pour une nouvelle page de l'actualité congolaise. D'ici là, que le Tout-Puissant veille sur notre nation. Prenez soin de vous et bonne soirée.